Bon mercredi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Et comme à l'habitude, on porte nos masques, notre petit engagement communautaire afin de vous rappeler l'importance de porter le masque, la distanciation sociale et le lavage de mains également. Je sais que Martin, ta fille, tes deux filles je pense, avaient des tests à passer parce qu'il y avait eu des cas dans leur école, puis là tu as eu déjà des bonnes nouvelles. Exactement. Écoute, j'ai 4 kids à la maison, 3 filles, un garçon, et déjà, j'ai un test qui vient de rentrer. TQ vient d'avoir un test négatif, donc bravo parce qu'il a porté son masque. Puis je vais même souligner son... Je pense que vous le savez, là, on porte le masque, fait que vous devez savoir que c'est important pour moi. Ça m'a fait rire à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un sur les médias sociaux qui a dit que ça n'avait pas l'air important pour moi. TQ a porté son masque depuis qu'il a testé, depuis qu'on lui a demandé de tester, depuis lundi matin dans la maison à tous les jours pour être certain de ne pas donner ça à qui que ce soit dans la maison. La télévision, il l'enlevait juste pour manger. Il a fait une job de maître, puis en plus, il a son résultat négatif. Il le mérite. Bravo. Puis ceux qui croient ça, tant mieux. Puis ceux qui ne croient pas, je respecte les gens qui, eux, croient ça. Exactement, Martin, c'est tellement important. Puis, on sait qu'on s'en va vers des semaines et des mois un peu plus difficiles. Et c'est pour ça qu'on jase est là pour vous détendre un peu, que vous soyez avec nous via la télé, sur RDS, RDS Info en direct ou via le web également, rds.ca, sur Facebook, YouTube, peu importe les multiplateformes, ou que vous nous écoutez en rediffusion parce que On Jase à la base est un podcast et disponible sur toutes les plateformes numériques tout au long de la journée. Bien, considérez-vous comme salué. Et aujourd'hui, nous avons une belle émission avec de bons intervenants. Ça va être bien, bien le fun. Guy Boucher sera avec nous dans quelques minutes. Également, David Perron, qu'on va retrouver en direct de Saint-Louis. C'est une grosse journée dans la Ligue nationale. Il y a une rencontre de prévue également un peu plus tard cet après-midi entre la Ligue et l'Association des joueurs. Il y aura 31 joueurs qui seront présents à la réunion. Donc, un joueur, un représentant par équipe. On va pouvoir en parler avec David. Également, vous allez pouvoir nous envoyer vos commentaires, poser vos questions via le rds.ca, via également Facebook. Nous, ça va toujours nous faire plaisir de lire vos questions, de lire vos commentaires, de prendre le temps de bien le faire. Et Martin, je débute avec une bonne nouvelle du côté de la Finlande. Je ne sais pas si tu es au courant, ça vient de sortir il y a quelques minutes. KK, Jesperi Kotkaniemi vient de marquer son premier but de la saison en Finlande. C'est arrivé au cours des dernières minutes. Oui. Je sais qu'on est à la recherche de visuels. Si jamais on en a, ben, on va vous le montrer. Sinon, c'est pas grave. On est-tu en manque de hockey? On se réjouit d'un but en Finlande, mon chum. Écoute, il est temps que ça commence, ça presse, je te le dis, moi. Non, mais c'est parce que c'est son premier. C'est pour ça, là, je voulais le souligner. J'ai dit ça va le faire rire, c'est sûr. Je viens de voir passer ça là, dans mes courriels. Ben, c'est correct, tu sais. Il n'y avait pas des débuts spectaculaires du côté de la Finlande là, pour Keke. Donc, il était toujours à la recherche de son premier but. Ben là, c'est fait. Donc, ça va peut-être y enlever un petit peu de pression. Puis ça va, ça va lui permettre de jouer, je vais prendre le terme anglophone, de jouer sa game et d'être de retour à temps pour la prochaine saison qui va débuter dans la Ligue nationale. Assurément, après les fêtes, là, janvier, est-ce que ça sera le 1er janvier, le 15 janvier, le 1er février? On ne le sait pas encore, mais ça négocie fort, mon cher ami. Yann, oui, ça négocie. D'ailleurs, on va en parler avec David Perron. Tu l'as dit, Guy va se joindre à nous dans quelques instants. Je vais commencer par saluer nos réguliers qui sont sur notre page On Jase. On le dit jamais assez. Vous pouvez nous écrire. On est interactif. Vous pouvez nous écrire en direct. Si vous êtes nouveau, vous nous écoutez à la télé, ou si vous êtes nouveau, vous êtes sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur le rds.ca. Il y a un / On Jase. C'est la place où on jase le mieux de hockey au Québec et j'en suis persuadé. À preuve, Antonin Perrier m'écrit: yeah, la balado a été mise en ligne. Merci les boys, parce que lui, il attend pour l'écouter en différé. J'écoute toujours Joe Rogan et de tous les podcasts que j'écoute, même si j'écoute Joe Rogan, le meilleur, c'est On Jase. Donc, salutations à Antonin Perrier qui n'a aucune idée que je parle de lui présentement. Il va juste le savoir quand il va nous écouter sur son podcast. Yann, on va y rejoindre immédiatement Guy Boucher. Guy, comment ça va? Comment ça a été l'épicerie, Guy? Ça a bien été? Visiblement, allô? Ça a bien été. Ah, le v'là, il vient d'arriver. Tu nous as entendu? Oui, moi, je s'est passé, mais je vous ai pas manqué, moi. Nous autres, on le prend par séquence, mon cher Guy. J'essaie de bouger, moi, là. M'entends-tu?
Ouais, là, on t'entend t'entends bien. 10 sur 10, juste te dire que même si tu bouges bien à droite ou bien à gauche, tu ne seras pas plus joli. Fait que... C'est gentil. C'est très gentil, ça. Sympathique. Hey, Guy. Guy, Oui. hey, j'ai pas dit qu'il était pas joli. J'ai juste dit qu'il sera pas plus joli. Hey, on peut-tu parler de hockey? Oh, On a fait un article sur le NHL.com. Les journalistes du NHL ont voté le top 20 des meilleurs joueurs de centre de la Ligue. RDS a repris tout ça, Ouais. a fait un classement. Vous pouvez d'ailleurs aller jouer avec ça, faire vos classements sur mes médias sociaux, entre autres sur Facebook. J'ai fait le mien parce que je suis en total désaccord avec la liste qui a été faite avec NHL. Le premier qui sort, bien sûr, c'est Connor McDavid. Et, ben oui, je suis tout le temps en désaccord. Moi. Le meilleur centre. Puis, tu sais, on peut mettre les barèmes qu'on veut. Ouais, ben on est là pour avoir du fun. Le meilleur centre. J'ai une game à jouer. Là. On parle du meilleur centre actuel. Là. Parlez-moi pas, je me pars une franchise, puis dans 20 ans, qui va être le meilleur? On demande, la question est écrite telle quelle. Qui est le meilleur centre dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui? Et pour moi, même si tout le monde a répondu Connor McDavid, pour moi, il ne fait aucun sens de dire un autre nom que Sidney Crosby. À vous, les gars. Ben, vas-y, Yann. Ben, je suis obligé d'être d'accord. Ben, je vais laisser aller Guy après, là, mais je suis obligé d'être en accord avec toi, Martin. Moi aussi, tantôt, je prenais la liste puis je m'amusais un peu. C'est certain qu'on va être 3, 4, 5 personnes. On va avoir des listes différentes, tout le monde. Mais le top 3, tout le monde est unanime avec les 3 noms. McDavid, Crosby, McKinnon. Maintenant, c'est de savoir qui place qui au premier rang. Mais moi, écoute, je pense que dans l'ensemble, là... non, d'après moi, c'est pas mal ça. Le top 3, là, c'est assez unanime. Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je placerais Sidney Crosby comme au premier rang. Assurément. Je placerais McDavid deuxième, McKinnon troisième, puis là, après, on peut s'obstiner longtemps. Je sais pas, Guy, toi, ce que t'en penses. Parce que Crosby, dans mon livre à moi, c'est encore le meilleur au monde. Il a beaucoup d'expérience également. Il a fait ses preuves, il a gagné la Coupe Stanley. C'est un gars fiable, c'est un fier compétiteur. C'est un gars qui s'entraîne très sérieusement. Tu nous en as parlé souvent, Guy, d'ailleurs. Moi, ça serait mon choix. Ben, moi, c'est parce que je déteste faire des listes sans parler de contexte. On demande c'est qui le meilleur. Bon, est-ce qu'on veut dire c'est qui le meilleur que tu voudrais pour un match? Tu disais ça tantôt, Martin. Tu as dit, moi, si j'avais un match, je choisirais un individu. Puis si tu regardes, OK, c'est qui le meilleur en général pour les années à venir, c'est pas la même question. C'est pour ça qu'il y a toujours le contexte qui vient avec la question. Alors, j'aime pas ça, moi. Je déteste faire des listes. Je sais que le monde aime bien ça. Mais c'est parce que la liste, pour moi, c'est la question. Quel est le centre le plus spectaculaire? Ça, c'est une autre question. Quel est le centre le plus complet? Ça, c'est une autre question. Quel est le centre que tu voudrais avoir pour le 7e match de la finale de la Coupe Stanley pour un seul match? C'est une autre question. Alors, c'est pour ça que pour moi, les critères sont différents. Alors, si tu me demandes qui sont les meilleurs, les 10 meilleurs centres que je prendrais pour les 5 prochaines années dans la Ligue nationale, mais c'est sûr que tu as des McDavid, puis tu as des McKinnon, puis des joueurs comme ça c'est certain. Mais si tu me demandes, je veux gagner un match, c'est le 7e match, puis c'est aujourd'hui. Avec l'information qu'on a aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, j'ai pas du tout la même liste, ni de ton côté à toi, ni de l'autre côté, Martin. Fait que c'est pour ça que, quelle est ta question? Ma question, c'est qui est le meilleur joueur de centre aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui, le 18 novembre, j'ai une game à gagner. C'est qui pour toi le meilleur centre? Ouais, mais c'est-tu le meilleur? Parce que si tu me demandes quel centre que je prends pour l'année qui s'en vient au complet, c'est pas la même question que quel centre que je prends aujourd'hui pour un match. Ah oui, il y a un centre différent entre la saison de cette année. Là, on joue 60 games, puis un match aujourd'hui, tu n'as pas la même réponse? Donne-moi les deux. Ben non, parce que si tu me demandes sur une saison complète, je dois faire la projection de ce que ce centre-là va être à la fin de l'année et dans les séries. Donc, il faut que tu tiennes compte de sa progression. Tu sais, c'est toujours ça, les problèmes avec les statistiques. Les statistiques, là, c'est bien beau, mais il y a un problème avec ça. Ils sont tous dans le passé. Alors là, on s'en va vers en avant. Là, je suis obligé... Aujourd'hui, ta question est encore blindée parce que tu me demandes c'est qui le meilleur centre aujourd'hui pour un match, alors que si tu me demandes c'est aujourd'hui pour l'année, c'est pas la même chose. C'est certain que Connor McDavid, s'il se développe
puis qui finit par comprendre la même chose que ce que Yzerman a compris, ce qu'Ovechkin a compris, ou ce que Crosby a compris dès le début de sa carrière, ben là, c'est sûr que Connor McDavid rentre dans la discussion. McKinnon, la même chose. McKinnon, pour moi, est en avance sur Connor McDavid dans la façon qu'il joue les matchs, dans les deux sens de la patinoire. Mais à la fin de l'année, est-ce que ça va être ça avec Connor McDavid dans 2 ans, dans 3 ans? C'est quand Crosby va avoir ralenti, quand Bergeron va avoir ralenti, quand Taves, tous ces gars-là, ben c'est plus la même question parce que là, on fait une projection de qui est le meilleur centre à avoir dans ton équipe pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Non. C'est pas la même chose que demain matin, tu joues un match, tu veux gagner. Si tu veux me poser cette question-là, je peux te répondre très facilement. Shoot! Si je veux gagner un match demain matin, 7e match de finale de la Coupe Stanley, je mets tous mes yeux dans le même panier. Les noms qui vont sortir pour moi, c'est les gars qui ont le plus d'impact dans le plus de phases de jeu. Pas le gars qui est le plus spectaculaire, pas le gars qui va peut-être me faire un super jeu à déjouer 3-4 personnes puis aller faire un but dans un des 7 matchs. Je vais regarder le joueur qui a le plus d'atouts dans le plus de facettes de jeu. Alors là, les noms ne sont pas les mêmes, sauf Crosby, je te dirais. Alors, tu as Crosby, mais là, je te mets tout de suite Brayden Point. Ça, c'est clair. Moi, Brayden Point, c'est peut-être Crosby, le joueur... point 2? En ce moment, en avant de Crosby pour un match. Peut-être. Parce qu'à cause de la vitesse en ce moment, puis à cause qu'il est rendu où Crosby était un petit peu plus jeune, puis là, Crosby est sur son déclin tranquillement, c'est normal, il est encore là, Crosby, là, pour 1 an ou 2, encore à son meilleur d'après moi. Mais Point, et là, c'est clair. Je prends encore Jonathan Taves dans le top 5. Parce que Jonathan Taves, regarde, tu as vu ce qui est arrivé dans la série? Il a dominé McDavid. Si quelqu'un a regardé la série, là, il l'a dominé. Dans les deux sens de la patinoire, c'était même pas proche. Il est même pas dans le top 20 de la NHL. Je le sais, mais tu me demandes, moi, comme entraîneur, c'est parce que la NHL top, là, ils font pas des lignes pour préparer un match. Ils regardent pas l'adversaire. Ils regardent pas où est-ce que tu vas le mettre sur l'avantage numérique. Ils regardent pas contre qui tu vas jouer. Ils regardent pas l'impact de ses intangibles sur le reste de son équipe, comment il inspire son équipe. Alors, l'entraîneur, il n'y a pas du tout le même genre de liste que la liste que les partisans ou les journalistes vont faire. C'est normal. Les partisans et les journalistes vont regarder l'impact, vont regarder tout ce qui va amener du wow, va regarder, on va pouvoir parler de ce gars-là dans les 5, 6, 10 prochaines années. L'entraîneur, c'est pas ça qu'il arrive. On vient de le perdre, je pense. Est-ce que je suis là? Oui. C'est quoi, Martin? Oh, ouais, tu viens de revenir. Pédale un peu avec ton Internet à pédale. Ah, je sais. Non, mais non, honnêtement, d'après moi, c'est votre bord, les gars, parce que moi, il est parfait. Bon, j'ai fait 3 heures de conférence là, hier. Fait que, non, mais ce que je disais, qui va gagner la grosse mise au jeu? Tu vas t'envoyer McDavid ou Crosby? Tu vas t'envoyer Taves? Tu vas t'envoyer Bergeron ou tu vas envoyer McDavid? Non, mais c'est ça, là. Ça fait partie de gagner. Pas, oh, wow, t'as fait des points, t'as déjoué 3-4 gars entre les pattes. Puis l'autre chose, c'est que McDavid est en devenir. McDavid n'a pas le même bagage en termes de à ce moment-ci de sa carrière. Même un gars comme Brayden Point, pour moi, une meilleure collectivité que McDavid. McDavid peut traverser 4 gars d'une shot, absolument, mais il n'a pas la même vision que les autres gars ont. Rend pas les autres meilleurs comme Brayden Point va rendre les autres meilleurs. Pas maintenant, mais sauf que si tu me demandes, dans 6 mois, 8 mois, dans 1 an, d'un an et 12 mois, il va peut-être être en avant de tous ces gars-là. C'est pour ça que la question, elle doit être spécifique. Oui, puis il y a les outils pour être Guy, on s'amuse. On s'amuse, OK? Là, j'entends tout ce que tu me dis, là, puis là, j'ai envie de tourner ça complètement différemment, OK? Là, moi, je suis le président de Hockey Canada. Puis là, je viens de nommer Guy Boucher, directeur gérant et entraîneur-chef. Puis là, c'est un tournoi spécial là, qui n'existe pas, là, qu'on vient de créer. Puis là, tu dois former ton équipe. OK? J'invente ça au fur et à mesure que je te parle. Là. Faut que tu formes ton équipe. Équipe Canada, ça va être un calendrier de 6 matchs, puis après ça, ronde éliminatoire, mais maximum de 4, donc 10 matchs à jouer, OK, sur 2 semaines. Puis là, je te dis, je veux que tu m'identifies tes 4 premiers joueurs de centre pour Équipe Canada. Je te prends vite, là, je te prends à brûle pour point, mais là, c'est une courte période. Non, mais c'est une courte période. C'est ça, dans le fond, mon point, c'est ça. Courte période, court tournoi, on parle de 2 semaines.
tes 4 joueurs de centre. Tu sais, je me doute de tes 3 premiers, mais j'ai hâte d'entendre le 4e. Parce que tu as parlé de Taze, puis il y en a d'autres bons. Là, Bergeron, il y a d'autres noms intéressants. Il y en a un paquet aussi. qui vont jouer à Juste l'aile comme aussi. ça, Il y a des centres que tu vas mettre à l'aile. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est Martin, là, je suis fier de toi, Martin, parce que pour les fois que je t'ai shooté un char, dont c'est quoi, par rapport à pas limiter, te limiter par rapport à gaucher, droitier, centre, ça, garde. Moi, on m'a dit une affaire, là. Si tu vas avec Équipe Canada, tu prends les meilleurs joueurs possibles. Fait que si t'es rendu avec 12 centres, ben, tu prends 12 centres. That's it, that's all. Crosby, là, c'est bon. Crosby, il a joué où, là, au niveau international? Il jouait à l'aile de Bergeron la majorité du temps. Tu prends les meilleurs joueurs, puis tu les mettras à gauche, tu les mettras à droite, tu les mettras au centre, puis tu as ton avantage numérique. Puis là, qui prend le face-off à gauche, c'est le gaucher. Qui prend le face-off à droite, c'est le droitier. Qui est le face-off en zone offensive, le face-off en zone défensive, c'est pas les mêmes situations. Fait que quand tu as des centres, plus tu as de centres, plus tu te ramasses de centre, plus tu as de versatilité dans ton line-up. C'est là que, moi, les histoires d'à gauche, à droite, puis au centre, hey, si le Canadien ramasse 4 autres centres de premier plan, ben ah ouais, ramasse 4 autres centres de premier plan, arrête-moi ça, là. Lui, c'est un 3e ligne, l'autre, c'est un 4e ligne, c'est un 2e ligne. Hey, prends un meilleur joueur, puis après ça, tu verras qui fit le mieux, puis c'est quoi ta chimie, puis qui performe, qui le mérite. Fait que, tu sais, de rester pris, moi, là, avec des paramètres, là, puis des esclaves de tout ça, là, tu viens de gérant, puis tu pourrais pas être coach. Ça, c'est certain. Fait que, premièrement, tu as fait une erreur, Yannick. Tu m'as dit, si j'étais devenu le coach, le gérant de Hockey Canada, ça n'arrivera jamais. Puis le gérant et entraîneur, les deux. Non, ben écoute, c'est parce que si je t'avais dit, je te nomme juste coach, je t'aurais dit, ben là, il va falloir que j'en discute avec mon directeur gérant, mais j'ai pas pris de chance, je t'ai donné 2 jobs. Fait que comme ça, t'es tout seul à décider avec ton groupe d'entraîneurs. Hey, il y a une question intéressante. Non, juste avant, Guy, une question. Oui. Ouais, vas-y, puis après ça, je vais te poser la question. Vas-y. C'est sûr que Crosby, c'est le premier gars que je nomme. Et si tu fais Hockey Canada pour l'avoir vécu, tu vas, à talent égal ou presque, tu vas essayer d'aller chercher un peu d'expérience d'un côté, puis les nouveaux venus de l'autre, parce que c'est une roue, là, finalement, que tu essaies de tourner souvent. Alors, c'est certain que tu as un Crosby là-dedans. Là, après ça, tu aurais des Bergeron, des Taze, moi, certains. Mais par contre, tu n'as pas le choix. Tu vas avoir des McDavid, c'est sûr. Tu vas avoir des... puis tu vas avoir Braden Point pour moi. McKinnon, Point, puis McDavid, c'est les nouveaux venus, c'est les nouveaux dominants. C'est les gars qui vont être appelés dans les 10-15 prochaines années à faire gagner le Canada. Par contre, ce flambeau-là, tu veux le transmettre par l'entremise de gars qui l'ont vécu, qui ont gagné, puis qui ont toutes les intangibles qui font en sorte que tu développes des gagnants, pas juste des gars avec du talent. Fait que c'est clair que des Taves, des Crosby puis des Bergeron, tu as besoin de ça, pas juste pour l'efficacité sur la glace dans tes phases de jeu, mais tu as besoin de ça pour la culture, tu as besoin de ça pour être certain que durant l'adversité, durant les moments difficiles, que la pression sur les McDavid puis sur les McKinnon, elle soit répartie puis qu'elle soit bien gérée pour que... Puis tu sais, quand tu regardes, j'étais, moi, à Ottawa quand ça a été la dernière World Cup, la Coupe du Monde, puis on avait finalement passé notre vestiaire, notre gym et tout ça à Hockey Canada. Et les coachs, les joueurs, tout ça, puis moi, j'étais chanceux, j'avais accès à tout ça, donc j'étais tout le temps en dialogue, soit avec les joueurs, soit avec le staff d'Équipe Canada. Et puis, j'étais là très tôt parce que moi, je préparais mon équipe aussi en même temps. Alors, moi, je vais vous poser la question. Alors que ces joueurs-là étaient tous là, lesquels étaient les 3 premiers arrivés à l'aréna à 7 h du matin alors que tout le monde arrivait entre 8 et 8 et demi? Les meilleurs. Crosby était les là-dedans. Taves. Crosby, Taves et Tavares. Ouais, C'était les 3 joueurs qui étaient là. Hey, Guy, tous les matins. je pense pas me avant tromper tout le en monde. disant que Couturier, c'est ton line-up. Ben écoute, honnêtement, je l'adore, je l'ai eu, c'est clair. Là, puis je l'ai toujours dit. J'ai passé pour un cinglé il y a quelques années quand j'ai dit que c'est un autre Jonathan Taves. Ben, tu sais, mais là, je pense qu'on s'en aperçoit. Tu vois, ils viennent de gagner le trophée. Comment il s'appelle, le trophée? Là, tu vas être bon, Martin? Moi, je pourrais ça faire là. Les autres trophées. Puis il n'a pas gagné le trophée là, du joueur, le meilleur joueur défensif. Défensif? Oui. Ouais, où il était nominé. Là. C'est-tu Couturier cette année? Il était nominé sur. C'est qui l'a gagné cette année? Ouais, il il était nominé. il est en nomination, mais
Il n'a pas Je pense gagné. pas qu'il l'a gagné cette année, mais, OK. mais il est Regarde, en je suis pas nomination. sûr. Il est en nomination. Couturier qui l'a gagné. Couturier Hein, qui l'a tu gagné. Ah oui? OK. Bon, Ouais. écoute, Bon. là, c'est bien la première fois que les encyclopédies du hockey, M. Lemay, M. Lévesque, que je vous prends par surprise, là. Je vous prends le tour. Ça... Tu m'as mis un doute. Mais écoute, je l'avais dit il y a plusieurs années. Fait que, tu sais, c'est pourquoi? Pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, c'est parce que je l'avais eu. Je l'ai eu quand il y avait 15 ans. Hey, il y a eu 15 ans jusqu'à Noël. Là. Il y a une fête qui était un anniversaire tard. Puis on l'a eu à Drummondville à 15 ans. Il y a 15 ans, là, je le faisais jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Alors, tu sais, et puis même, il fallait le pousser à l'offensive, pas qu'il ne l'avait pas. C'est parce que c'était quelqu'un d'extrêmement consciencieux. Il voulait être le meilleur joueur possible dans les deux sens de la patinoire. Je peux dire, comme entraîneur, c'est toujours les rêves, ça. Tu n'as pas besoin de casser quelque chose pour acquérir quelque chose d'autre. Fait que c'est un gars extrêmement intelligent, d'une superbe famille, qui comprend toutes les phases de jeu, qui est bon dans toutes les phases de jeu, qui paye le prix physiquement, qui est défensivement et offensivement, autant dans le filet adverse que devant son filet bloqué des lancers. Il fait tout ce qu'on demande à quelqu'un, y compris avoir l'attitude, le télétravail puis la discipline. Alors, tu sais, c'est un rêve d'entraîneur. Et je suis content pour lui là, que cette année, on a décidé justement de Je reconnaître pense ses qu'on vient de forces. perdre Guy. Là. Après moi, c'est ça qu'il a voulu dire. Oui, exactement. je ne sais pas ce qui se passe avec la dernière, Il a mais gelé. je voulais... Oui, je gelé, mais je voulais vous remettre sur le nez un petit peu que qu'est-ce que Philadelphie a fait? Ils l'ont mis au centre, puis ils ont mis Giroux à l'aile. Et ils ont eu une superbe saison. Moi, je suis convaincu qu'ils les gardent au centre les deux, puis ils ne font pas les séries. Pas parce que l'équipe n'est pas bonne, parce que tu privilégies la chimie plutôt que de regarder les paramètres de gaucher, droitier, centre-ailier. Alors, tu as deux gars, finalement, qui cliquent ensemble. Et ce que ça a fait, ça a donné la place à Sean pour justement qu'il éclot. Mais il y avait tous ces atouts-là avant, puis il les démontrait, mais là, avec le temps de glace, avec les moments opportuns, durant les moments clés, alors, tu vas pouvoir te mettre en valeur, comme ça a été le cas cette année pour Sean. Et oui, c'est sûr qu'un gars comme ça, tu veux ça dans ton équipe, là. Ça, c'est certain. En plus, c'est un gars qui est relativement jeune encore. Oui. Oui, bien, plusieurs commentaires sur rds.ca sur la page On Jase. On vous invite toujours à communiquer avec nous, que ce soit Facebook ou sur la page officielle. D'ailleurs, Yannick va nous lire des messages Facebook dans quelques instants. Bon, bien sûr, on s'est fait reprendre. Beaucoup de monde l'avait, Sean Couturier, avant même qu'on le trouve nous autres. Donc, gêne pour nous. Ça prend un marchand sur l'alignement, etc. On va s'arrêter pour les gens de la télé qui s'en vont à Sport Express, puis on revient immédiatement. J'ai dit Sport Express. Bon, on va poursuivre pour... Ah, c'est les grands titres, en fait. C'est les grands titres. Ouais, Les grands titres. J'ai pas eu le bon nom. Mais avez-vous vu qu'on a bifurqué là, avec la question? Là, on est rendu avec Équipe Canada, pas les centres. Là. Fait que, ouais, mais ça faut non, mais là, c'était juste pour s'amuser. Mais oui, mais c'était juste pour s'amuser. Oui, non, mais je voulais juste... Je voulais t'amener ailleurs. Mais oui. Mais là, j'en ai une bonne question. Oui. J'en ai une bonne question de quelqu'un qui nous a écrit. Puis là, il y en a plusieurs. Là. Je veux juste les saluer vite. Je vais les nommer. Puis après ça, je vais te poser la question. Il y a Guillaume Lemieux qui nous a écrit. Il y a Jim Ranger également. T'as un petit peu Johnny Pomerleau. Patrice Freeze-Roy également. Il y a une question ici, puis je te la pose, Guy. Jacob Lalonde. Question pour Guy Boucher. Quelles sont les caractéristiques les plus importantes pour un bon joueur de centre à ses yeux? Tu parles pour la Ligue nationale ou pour accéder à la Ligue nationale? Tu parles d'un junior, d'un professionnel? Oui, bien, il ne l'a pas précisé, mais disons, tiens, pour la Ligue nationale. Là. Admettons, là, avec une équipe de la Ligue nationale établie, là, tu recherches un bon joueur de centre, c'est quoi les principales caractéristiques? Bien, écoute, il y a une chose, c'est que la position de centre a toujours été traditionnellement, et l'est encore, la position à qui on demande le plus d'atouts. Parce que c'est lui, qui prend les mises au jeu, ce qui n'est pas le cas d'un ailier. Fait que déjà là, si tu n'es pas bon sur tes mises au jeu, tu n'es pas encore prêt à être un centre de premier plan. Alors souvent, les jeunes, ils n'ont pas ça, puis ça prend des années. T'sais, Crosby, écoute, il en a fait une maladie les premières années parce que c'est quelqu'un qui est très fier, puis pour être le gars qui est choisi dans les moments pour gagner. Il faut pas que c'est pas ton statut puis ton nom, il faut qu'il soit choisi là, quand
il essaie pas de gagner, là. Il veut juste faire plaisir à sa vedette, puis ça, tu t'en vas nulle part avec ça. Fait que, tu sais, à Toronto, Babcock, ça chialait parce qu'il choisissait pas Matthews. Mais oui, mais il n'aurait pas pu gagner un face-off là, si sa vie en dépendait là, au début. Là. Puis il s'améliore, mais il y a encore des croûtes à manger. Fait que, tu sais, c'est clair qu'être capable dans le national de gagner une mise au jeu, c'est un art. C'est tellement, tellement difficile. Les gens ne peuvent pas réaliser comment c'est difficile d'être un gars qui est en mesure de gagner régulièrement ses mises au jeu parce que dis-toi une chose, quand tu arrives Midget 3, tu compétitionnes contre des gars qui sont nouveaux dans le Midget 3 comme toi, comme recrue, ou ils étaient là l'année d'avant. Tu arrives dans le junior, tu as des gars que ça fait peut-être 3-4 ans qui sont dans la Ligue. Mais tu arrives dans la Ligue nationale, puis tu as 20 ans, puis tu vas contre des gars qui ont 35 ans, donc 15 ans de pro d'expérience à prendre des mises au jeu contre les meilleurs au monde. C'est clair que tu es des 1000 en retard. Alors, cette disparité-là entre tes qualités de prendre une mise au jeu quand tu es jeune puis quand tu es vieux, c'est primordial dans la Ligue nationale, dans le pro, puis avec Hockey Canada et tout ça. Fait que c'est pour ça que souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a un joueur sur la glace plus qu'un autre. C'est parce que tu sais qu'il va en gagner peut-être 1 sur 3. Oui, mais à ce niveau-là, c'est ce qui va peut-être faire le but gagnant de l'adverse parce que tu as 80% des matchs qui sont gagnés par un but si tu enlèves les filets déserts. Alors, ce qui fait que c'est primordial d'avoir... C'est pour ça qu'avec le Canadien l'année passée, Thompson, c'était tellement important pour élever les Kotkaniemi puis les Suzuki. Les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent avoir un autre gars qui aurait déjoué tout le monde. Ben ouais, mais c'est qui va leur montrer à prendre les mises au jeu? C'est qui va backer Dano quand Dano est blessé ou que Dano il est pas dans son assiette ou qu'il se fait manger tout rond par un autre de l'autre bord parce que l'autre est gaucher et droitier? Il faut que tu sois capable de gérer ça. Alors, dans les nationales, être bon dans les mises au jeu, c'est primordial. T'as pas le choix. Fait que ça, c'est clair. Bon, quand j'ai dit que c'est le joueur qui a besoin de plus d'atouts, c'est parce que on lui demande depuis toujours d'être le premier arrivé puis, en attaque puis le premier revenu en défensive. Ce qui est plus le cas présentement dans la plupart des équipes parce que maintenant, on fait fi des positions. C'est-à-dire qu'on y va avec le premier arrivé, autant offensivement que défensivement, puis après ça, on s'ajuste. C'est pour ça qu'il y a des analystes qui regardent des fois des zones défensives, mais où est-ce qu'il s'en va le centre? Il joue en haut, puis l'allié est rendu en bas. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que le hockey a changé. C'est que tu vas avoir des systèmes maintenant où tu y vas le plus rapidement possible, donc au joueur le plus proche, puis tu compenses par après. Pourquoi? Puis ça, c'est ma philosophie. Je coachais comme ça depuis le midget. C'est que pourquoi attendre que ton centre qui s'est pété à baboune en arrière du filet adverse, ça prend tout le temps du monde de revenir en zone défensive. On va attendre le centre, les alliés vont se placer en zone défensive pendant que le centre prend son beau vril à l'autre bout, puis qu'on l'attend pendant que l'adversaire est 5 dans ta zone à tourner. Voyons, ça n'a aucun sens. Alors, tu veux avoir quelqu'un qui aide les défenseurs immédiatement, qui fait le job dans le bas de la zone. Mais, historiquement, puis souvent, parce que le centre est rapide, puis souvent... une mentalité de penser dans les deux sens de la patinoire va être souvent le premier revenu. Donc, c'est lui qui va aller aider les défenseurs en bas de zone. Bon, alors ça, ayant dit ça, ce que je te dirais, la chose la plus importante, c'est du hockey sense, c'est du sens du hockey. Alors, du sens du hockey, les gens la définissent de 100 000 façons, mais c'est très simple, c'est d'avoir la capacité de lire et de gérer l'espace libre. C'est-à-dire donc d'avoir une vision, il y en a qui vont dire une vision tout le tour de la tête et tout ça, mais la réalité, c'est d'être capable de prendre des photos dans des fractions de secondes de qu'est-ce qui se présente, autant offensivement que défensivement, puis de gérer ces espaces libres-là. Quand un gars s'en va là, pour essayer de déjouer quelqu'un entre les pattes, là, un défenseur, là, c'est pas du hockey sense, ça. Ça, c'est pas de vision, c'est pas voir les espaces libres. Puis ça, le pire, c'est qu'on enseigne ça à nos jeunes, les skills, puis faire des cuillères, puis des flippettes, puis des ci, puis des ça, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Puis après ça, on est obligé de casser ça dans le junior, puis casser ça dans le pro, parce qu'on n'a pas la perception globale de la glace. On sait même pas qu'on a un 2 contre 1, on sait même pas des fois qu'on est en échappé, on sait même pas que c'est un 3 contre 2. Est-ce qu'on a un de mes joueurs qui s'en vient dans le jeu, défensivement ou offensivement, et tout ça? Ce qui fait que le hockey sense, pour moi, c'est primordial. Je te dirais, l'autre chose, pour tous les joueurs de la Ligue nationale, c'est être capable de gérer la pression. Ce qui n'est pas le cas dans le junior. C'est le choc que la plupart des gars ont. C'est pour ça que souvent, les gars restent pris dans la Ligue américaine puis meurent là. Puis la dernière chose, c'est de l'autonomie. Alors, c'est pas juste être centre, mais ça, je te dirais, ça couvre Guy, ce que tu as absolument besoin pour être un pro.
On va revenir de la télévision qui était dans les grands titres. Ce que j'aime, par exemple, les gars, avec notre discussion, c'est, puis je le savais, tu sais, les gens sur la page On Jase, puis Yann, tu me diras sur Facebook, les gens sont plus après les meilleurs centres avec les joueurs qui sont unidimensionnels, juste offensifs. Les gens reconnaissent les joueurs complets sur la page On Jase. Il y en a qui font même dire, tu sais, vous remarquez que personne parle de Stamkos. Il n'y a personne qui parle de ces joueurs-là, mais on parle plus de O'Reilly, de Point, de Crosby dans cette situation-là. Et même moi, quand j'ai fait mon classement, les gars, j'ai monté des joueurs complets. J'ai descendu Leon Draisaitl, que la Ligue nationale de hockey mettait 3e. Je l'ai descendu 10e. J'ai monté O'Reilly, que la Ligue mettait 15e. Je l'ai monté 10-11e. J'ai monté Couturier également. J'ai monté les joueurs plus complets et j'ai descendu les joueurs plus unidimensionnels. Puis je peux vous dire que ça ressemble un peu à ça également sur la page On Jase. Tout à fait. C'est une perche que tu lances, là? Ou... Oui, quand je finis comme ça, là, tu pognes le puck puis tu y vas. Oui, mais c'est parce que là, on dirait que tu ne m'as pas fait de pause. Je l'attends. La rondelle, là, non, c'est bon. Il n'y aura pas de question. Ouais, c'est ça. Il est-tu, lui? S'il n'est pas direct sur le tape, il va pas dans l'espace libre chercher la rondelle. Il faut vraiment là, qu'on y mette sur le tape pour qu'il puisse one-timer puis flasher dans les highlights. Hey, je l'ai envoyé dans l'espace libre. Patine, Boucher, va chercher puis mets là-dedans. Ah ouais! Ouais, mais Martin Lemay, c'est parce que ton espace libre est en arrière de moi. C'est ça que tu n'as pas compris. Là. Il n'est pas en avant. En avant, j'aurais patiné pour la chercher. Tu peux l'envoyer en arrière. Là, c'est dans mon espace. C'est bon. Mais hey, je vais t'en faire une passe. Non, mais attends, t'en veux une passe à la palette? Moi, j'ai monté Malkin. J'ai donné de l'amour à Malkin. Je l'ai mis 4e. Ce gars-là, c'est une bête. Il patine comme le vent. Il est gros. Je le sais qu'on a toujours placé Crosby et je pense avec raison. Mais je pense que ce gars-là est quand il veut, c'est le moins important, est un joueur complet et dominant. Souvent blessé dans les dernières années, mais les gens semblent oublier tout le temps loin au-dessus du point par match. Puis je sais qu'il ne faut pas être ébloui par les gars qui passent à travers tout le monde, mais Malkin, je trouve qu'on lui donne peu d'amour. Moi, je l'ai monté. Vas-y, là, c'est une passe à la palette, ça. Oui, c'est ça, la palette, puis je la reçois, puis je patine avec. Écoute, je vais être franc, moi, je ne le mets pas aussi haut, mais pas parce qu'il n'est pas capable. Écoute, je l'ai déjà dit auparavant, au niveau de la glace, comme entraîneur, là, j'ai vu tous les gars, là, puis au niveau de la glace, quand il est on, puis quand il est à son meilleur, là, c'est le meilleur joueur au monde. Point. Le problème, c'est que tu ne sais pas quel match qui va se présenter. Tu ne sais pas quelle période qui va se présenter. Puis quand il se présente, je te le dis, là, c'est le plus impressionnant parce que il y a le genre de grandeur, puis de portée, puis de talent que Mario Lemieux avait. Avec, il y a du chien aussi. Là. Quand là, ça y tente, là, il y a du chien. Là. Il est dur à jouer contre, il est mine. Et il y a du patin. Puis oui, il va aller te bloquer des lancers. Écoute, il va contrôler le match. Mais tu sais jamais c'est quand ça. Mais quand ça arrive, regarde, oublie ça. Là, tu ne gagneras pas contre ça. Là. C'est incroyable. Il est tellement impressionnant. Alors, je suis d'accord avec toi dans le potentiel, puis les fois qui est vraiment son meilleur, absolument. Écoute, c'est dominant, même si c'était peurant. Mais je pense que quand tu regardes, tu fais des listes et que comme il y a des noms que vous avez mentionnés, sans dire de nom, là, tantôt, vous avez raison, on les voit plus loin. C'est pas juste qu'ils sont moins complets, c'est qu'ils sont aussi inconstants. Il y a des joueurs qui sont... Oups. Coup de pédale, mon gars. Je pense que là, on vient de le perdre. Oui. Non, je suis là. Je suis là. Je sais pas. Je comprends pas. Écoute, non, mais il y a un gars de caché dans... dans... faire la différence entre un joueur constant et un joueur complet. C'est pas la même chose. Tu peux avoir un joueur complet qui est constant. C'est les Taves et les Crosby. Mais tu peux avoir des joueurs constants qui ne sont pas complets. Tu sais, des joueurs qui sont constants dans leur manque de travail. Ils sont constants dans leur faiblesse défensive. Tu sais, c'est la constance, ça aussi, mais c'est pas de la bonne constance. Alors, c'est un peu ça. Là. C'est ça la différence entre Malkin et les autres noms qu'on mentionne. Puis moi, je vais prendre... Là, j'ai réussi à aller chercher un rondelle en arrière de moi que tu m'as envoyé tantôt, là, juste pour dire aux gens. Non, mais je trouve ça vraiment...
Je trouve ça vraiment bien que les gens reconnaissent à un moment donné qu'il y a les joueurs que tu aimes voir jouer, qui flashent et que c'est excitant, puis on paye notre billet pour aller voir jouer ces gars-là. Absolument. Puis, tu sais, on comprend ça, les entraîneurs. Mais quand on pose la question, quel joueur tu veux, quel joueur va t'aider à gagner, c'est souvent pas les mêmes noms. Que ceux qu'on amène quand on parle de joueurs qu'on aime voir jouer puis qui sont excitants. Tu sais, écoute, McKinnon puis McDavid, là, wow! Écoute, c'est impressionnant de regarder ça jouer, c'est clair. Par contre, ils ne sont pas encore rendus au niveau des Crosby, puis on l'a vu encore dans les séries cette année. Tu sais, comme je l'ai dit, Taves a bouffé tout rond. Il a bauffé tout rond, McDavid, dans toutes les phases de jeu. Et puis McKinnon, regarde, il n'a pas été capable de faire gagner son équipe. Quand ça a été le gros match, il en a manqué. Puis, tu sais, ça c'est l'attitude, puis le travail, la discipline, mais tout mélangé et avec cette expérience-là, puis cette maturité-là, tu finis par l'acquérir. Et c'est pour ça que peut-être que dans 6 mois d'ici, puis 8 mois d'ici, si tu me redemandes la même question que tantôt, qui tu prendrais pour un 7e match, je vais peut-être avoir un nom différent. Aujourd'hui, je te mets Brayden Point dedans, parce qu'on l'a vu. Moi, je l'avais vu dans les matchs de l'année d'avant, durant la saison. Par contre, je me disais, parce qu'en plus, quand le Lightning avait perdu en 4, il n'avait pas encore prouvé qu'il était capable de prendre cette pression-là, puis de justement être contagieux pour le reste de son groupe dans les moments importants. C'est extrêmement difficile. Fait que je pouvais pas, l'année passée, je t'aurais pas dit Brayden Point. Pourtant, quelques mois plus tard, on se retrouve que là, moi, je te le mets dans les meilleurs, puis les gars les plus complets, puis capables de prendre cette pression-là. Pourquoi? Bien, parce qu'ils grandissent, parce qu'ils apprennent. C'est ça l'expérience. C'est ça la maturité. Puis tu sais jamais quand ça va arriver. Il y a des gars, là, regarde, tu les regardes 10 ans plus tard, puis ils sont encore immatures sur la glace, mais pourtant, c'est les premiers scoreurs. T'en as d'autres, là, ils arrivent, le temps comme Crosby, puis il a 18-19 ans, puis il est déjà mature. C'est pour ça que hein? Un peu comme notre prochain invité, David Perron. Hein? Il joue avec O'Reilly. Il est pas mal plus complet qu'il n'a jamais été? Bien, absolument. Puis même lui-même, Perron, je veux dire, regarde, moi, je l'ai vu jouer. J'ai coaché contre Junior, là. Écoute, c'était plein de talent, puis c'était exceptionnel, mais il savait pas comment jouer la game pour jouer professionnel encore. Puis je suis convaincu qu'il est le premier qui va te l'avouer. Puis fait que là, ça, c'est des discussions avec les entraîneurs. C'est s'asseoir sur le banc, c'est être désastreint d'un match, être frustré, pas comprendre pourquoi. Parce que veut pas, c'est normal. On s'obstine à vouloir être ce qu'on a toujours été parce que c'est pour ça qu'on s'est rendu dans le national. Fait que c'était peurant d'essayer de devenir quelque chose d'autre parce que t'as l'impression de perdre quelque chose en transformation. C'est pas juste un hockey, c'est dans n'importe quoi. On le sait. Il y a beaucoup d'anxiété dans des périodes de transition. Que ce soit dans un déménagement, que ce soit quand on perd notre boulot ou qu'on change de boulot, qu'on s'en va ailleurs. Il y a beaucoup d'anxiété qui est créée parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Tu tombes pas dans tes forces nécessairement, tu tombes dans l'inconnu. Alors, tu dois te développer, te mettre en confiance, apprendre qu'est-ce qui va te donner la chance d'avoir du succès dans ton nouvel environnement. Alors, c'est pour ça que quand un joueur junior passe du junior au professionnel, c'est rare qu'on se trompe avec la projection de ce gars-là quand on le voit assez longuement, soit dans les entraînements ou soit dans les matchs. Parce que il y a toutes sortes de signes qui nous démontrent où ils sont dans leur développement. Mais ça, tu peux pas crier ça sur la place publique parce que tu veux pas planter ton gars, puis tu veux pas non plus lui mettre de pression. Mais là, après ça, tu te fais crier après parce que ton jeune, tu l'as pas fait jouer, ou ton vieux, comment ça se fait avec lui-ci, puis ça, puis ça. Ben oui, mais pas des caves, là, on a toute l'information, tu sais. Fait qu'à un moment donné, cette progression-là, il faut la respecter, puis elle est différente d'un joueur à l'autre, et elle est différente pour un joueur dans différentes circonstances. Tu peux prendre le même gars qui a les atouts rationnels, mentaux et les atouts émotionnels, le même gars, puis tu changes de journée, ou tu changes de circonstances, ou tu changes d'équipe, puis à cause des circonstances, il est plus pareil. Alors, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, et c'est très, très, très dynamique. Guy, pour poursuivre avec votre analogie sur le hockey, je vais te dire que ta présence sur la glace est terminée. Il est temps de rentrer au banc puis de laisser la place à ton coéquipier qui est dans des meilleures dispositions. Hein? Ouais, ben écoute, je te ramène au banc. Je l'ai déjà félicité, honnêtement, parce que moi, je l'ai vu jouer, j'ai vu, puis ça aurait pu être un de ceux qui s'obstine à pas vouloir changer pour devenir un gagnant. Fait que moi, je lève ma tête parce que c'est pas venu comme ça, là. Tu l'as vu, je l'ai vu progresser avec le temps, puis même avec les entrevues. Fait que alors, félicitations, M. Perron, puis c'est un exemple pour nos jeunes.
Hey Guy puis Yannick, je vous montre la feuille, le line-up qu'on avait. C'est Jean-François Chambault qui dit Martin, à la fin du segment, Guy va dire bon, on avait une feuille pleine de sujets, puis on va acheter. Laurent Saint-Pierre, Olivier et Patrick disent c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Ben voilà, on avait 4 sujets. On en a fait Guy, un. On en a fait un. C'était le fun. Enfin, Salut, Guy! j'aime bien en faire un comme du monde qu'en Salut, bonhomme. faire 4 tout croche. Ciao, C'est buddy. c'est vrai, t'as raison. Salut. Allez. Ouais, ben, puis le pire, c'est que c'est ça à chaque fois, mais écoute, il est tellement intéressant. On le laisse aller, puis c'est facile. Écoute, les gens là, qui nous suivent à la télé, juste pour vous dire, là, puis là, je sais que David s'en vient, là. Quand on termine pour la pause à la télé, on poursuit sur le web, ça dure 8 minutes. Il y a la pause, il y a les grands titres, il y a un autre blogspot. Ben, quand on est parti à la pause télé, j'ai posé une question à Guy. On est revenu à la télé, puis Guy répondait encore à la question. Fait que ça te donne une idée. Toi, Martin, pendant la pause télé, t'aurais pas allé te chercher un café ou un verre de lait, t'aurais été correct. Non, mais c'est qu'est-ce que je peux te dire, par exemple, pendant que la pause télé, on a eu. Ma fille a eu également son test négatif. Donc, tu vois, elle portait le masque dans une classe où il y avait des cas, fait en sorte que mes 2 kids, même s'il y avait des cas dans leur classe, s'en sortent avec pas de COVID. Fait qu'on est bien contents. Moi, j'ai une famille de 6, mon gars. Si jamais il y en a un des autres qui le pogne, on spread assez vite. Je te l'annonce tout de suite. Là. Fait que bien content, puis on lâche pas. Ouais. Fait qu'on va y rejoindre David. Il y a également des commentaires. J'aimerais qu'on lise. Ouais. David Perron, comment ça va? Ça va super bien, vous? Oh, t'es-tu dans ton Oui, gym? ça va bien. Oups. Ouais, j'étais à l'Arena des oui. Blues. On sort de la patinoire, puis je suis venu dans le press room. Fait que j'ai pas vraiment aimé mon setup dans le tour la semaine passée, donc je me suis dit que j'allais faire ça plus sérieux cette semaine. Écoute, c'était correct. brandé Blues en plus. Hey, avant qu'on commence, parlant de ton chandail des Blues, t'as-tu vu le chandail reverse rétro? Oui, non, je n'avais pas le concept. Je pense que quelques matchs dans la saison, ça pourrait être sharp. Évidemment, en tant que Québécois, j'ai quand même bien aimé celui du Colorado. Il y a quelques chandails, je ne me rappelle pas exactement lesquels, mais que c'était pas fameux. Mais à part de ça, je trouve que c'est un bon concept pour quelques matchs dans la saison. Hey, excuse Yann, correct. serais-tu game de me dire... tu sais, parce que tu as fait une coupe d'équipe, puis dans une coupe d'équipe que tu as faite, ils ont tous un 3e chandail, puis ils ont tous essayé quelque chose à m'amener. Tu sais, c'est pas un affront à l'équipe pour qui tu as joué, là, mais le plus lettre que tu as mis, que vous êtes regardé dans la chambre, vous avez fait, hey, on va pas mettre ça pour vrai. La plus lettre. Peut-être cette équipe-là, le sait en plus, puis le mettre même plus. Oui, bien, je trouvais ça du 3e chandail des Blues, justement, avec la ligne rouge. J'ai jamais vraiment aimé ce chandail-là, même en grandissant. Ça reste que les updates, les petits ajustements qu'ils ont fait dessus, l'année passée, on a joué avec, je pense, 6 à 10 matchs, puis je l'ai trouvé quand même bien. Donc, sinon, j'aurais facilement répondu celui-là. Celui des Ducks d'Anaheim, on a joué avec leur 3e, je pense qu'il est orange pour Orange County, avec le logo, le fameux logo des Mighty Ducks. C'est spécial, mais encore une fois, j'étais un grand partisan de la série de films Mighty Ducks. Justement, en fin de semaine encore, j'écoutais ça avec mon petit gars avant son match. Il a essayé de le craquer un peu, puis il est rendu un fan lui aussi. Hey David, je veux qu'on saute, puis on reviendra à nos autres sujets. On veut jaser des joueurs de centre, mais là, ce matin, il y a une nouvelle qui est sortie. Puis on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Mais puis cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec Antoine Roussel, avec Anthony Beauvillier hier qui était à l'émission. Puis vous avez tous à peu près le même discours. Mais là, aujourd'hui, on apprend que la Ligue nationale et l'Association des joueurs se rencontrent aujourd'hui en fin d'après-midi. Les 31 représentants des équipes vont être à cette réunion-là. Et la Ligue nationale continue à dire haut et fort qu'on veut commencer le 1er janvier. Donc, ma question en 2 temps. Tu t'attends à quoi comme rencontre? Puis penses-tu que c'est toujours possible de commencer le 1er janvier? Oui, je pense que des 2 côtés, ça travaille vraiment fort pour essayer d'emmener une entente de ce côté-là. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver au bout de la ligne parce que si on se rappelle, au mois de mai, je pense que c'est pratiquement début mai, on se faisait dire que les centres d'entraînement allaient ouvrir bientôt. Puis finalement, ils ont ouvert début juin, mi-juin. Donc, on ne sait jamais le temps que ça peut durer. La seule différence, c'est que maintenant,
que notre convention collective a été extensionnée, ben je pense que c'est plus une formalité de cédule, de format, comment on va faire ça avec la division canadienne. Évidemment, on risque pas de pouvoir traverser les douanes à maintes reprises. Donc, ça va être intéressant. Je le sais qu'il y a eu des conversations vraiment intéressantes dans les derniers jours. En tant qu'association des joueurs, ben il y a de plus en plus d'appels qu'on peut participer. Puis moi, je suis là-dessus le plus souvent possible. Donc, sans trop donner de détails, je pense qu'il y a un bon vouloir des deux côtés. Je pense qu'ils veulent trouver une entente. C'est ça, j'allais dire. Je me trompe-tu ou c'est pas comme un conflit de travail? Tu sais, les deux, et les propriétaires et les joueurs, vous faites, garde, on est dans une pandémie, il faut trouver une façon que ça marche pour tout le monde. Ou il y a quand même une petite partie conflictuelle où les deux parties marchent main dans la main pour trouver une solution? Un peu de tout ça. Je t'ai tout donné le choix de réponse. Choisis-en un. C'est plate parce qu'au bout de la ligne, c'est un peu tout ça. Je pense que oui, le partnership est quand même là. On essaie de trouver une entente. On est conscient de la situation. Je pense qu'en tant que joueur, on a donné certaines choses déjà l'année passée. On a redonné notre dernier paycheck au courant de la dernière saison pour en arriver justement à une nouvelle entente. Là, pas officiellement, mais il y a des rumeurs qui disent que la Ligue nationale, ils en veulent encore plus. Nous, on se dit, ben crime, là, 3-4 mois, on a eu une entente de 6 ans avec un maximum sur l'escroc qui retiennent sur notre salaire. Il y a des caps à toutes les années qui vont changer. C'était très clair qu'il y avait 3 scénarios. Un scénario pas de partisans, un scénario avec la moitié des partisans, puis un scénario pratiquement normal. Puis ça, c'était très clair. Là, on négociait avec toutes les conditions de cette façon-là. Donc, je ne sais pas pourquoi de leur côté, s'ils n'étaient pas préparés au fait que la saison allait commencer sans partisans, etc., je ne sais pas. Mais présentement, je sais qu'ils nous demandent encore... je ne sais pas si c'est officiellement ou pas, mais il y a des rumeurs qui disent qu'ils en voudraient un peu plus encore. Donc, j'ai hâte de voir. C'est qui, David, votre représentant chez les Blues? Ça va te permettre de replacer ton téléphone. Oui, je suis désolé. C'est qui votre représentant? Il est bien beau le logo des Blues, là, mais je commençais à me voir le chest un peu trop. C'est Colton Parayko. C'est Colton Parayko, puis Justin Falk qui est sur le Return to Play Committee, là, le comité du retour au jeu. Lui, j'y ai parlé quand même souvent dans les derniers jours. Comme je l'ai mentionné, je pense que la position des joueurs est claire. Regarde, notre entente, ça fait 3-4 mois qu'on vient de la finir. On est revenu au jeu dans des conditions qui n'étaient pas vraiment incroyables pour les joueurs, pour les familles, pour plein de raisons. On l'a fait pour nous. Oui, on l'a fait pour nous aussi. On l'a fait pour aider la Ligue. On l'a fait pour les partisans. On l'a fait pour plein de raisons. Mais ça reste que l'entente, ça fait pas 4 ans qu'elle est prise. Donc, nous, on s'attend de ce côté-là qu'elle soit maintenue. Est-ce qu'il peut y avoir des discussions du côté de la Ligue une fois qu'ils vont nous dire quels sont leurs besoins? Est-ce qu'on peut avoir un petit quelque chose en retour? Regarde, ça, c'est Don Fair, c'est son travail de faire ça. Je suis certain que avec la relation, qui est quand même bonne relation avec Gary Bettman, il n'y a pas le choix de l'écouter de ce côté-là. Mais pour nous, notre position, ça reste que l'entente est fraîche. Le stylo, il n'est pas encore séché, puis on se demandait encore certaines choses. Donc, on a hâte de voir comment ça va virer. Hey, David, moi, je suis tout le temps positif. Puis hier, dans un élan de générosité, j'étais là, hey, regarde, on commence 1er janvier, 4 games par semaine, 16 par mois. On en joue 60, 62. Ça finit comme d'habitude, mai, juin, avril, mai, juin, les séries, puis ça finit comme d'habitude. Là, on a même dit que ça pouvait aller jusqu'à 15 de juillet, en aérant un petit peu plus le calendrier. Donc, on parlerait même plus d'un calendrier de 60, 64 matchs au lieu d'un match de 48 matchs. Est-ce que c'est possible, pour une courte période de temps, de faire un calendrier comme ça aussi chargé, voire 4 matchs, 3 matchs, 4 matchs plus souvent par semaine? Tu y crois-tu? Oui, j'y crois. Puis honnêtement, c'est notre façon aussi d'aider les propriétaires d'une certaine façon. On espère que vers la fin du calendrier, le vaccin, différentes façons, peu importe, les choses s'améliorent, que beaucoup d'endroits peuvent monter leur foule à 25, à 50, à 75 %. On verra. Ça, évidemment, c'est tous des scénarios comme je l'ai mentionné tantôt. Nous, quand on négociait notre entente du côté des joueurs, on avait 3 options A, B, C selon l'année prochaine. Même, on parlait dans 2 ans, les revenus
de la Ligue nationale, des joueurs, ça allait ressembler à quoi. Donc, je suis certain que la Ligue l'a fait aussi de leur côté. Puis c'était leur chiffre. On y allait selon leur chiffre en plus de ça. Bref, oui, je crois que c'est possible. Je crois que, justement, ça pousse fort pour une entente de même, pour une 60aine de matchs. Comme tu l'as mentionné, c'est intéressant pour tout le monde de retourner dans une cédule plus normale l'année prochaine. Je pense que la télévision aimerait ça, les joueurs aimeraient ça, les partisans ont eu la chance de jouer au courant de l'été. Je pense pas que les chiffres ont été vraiment appréciés des dirigeants, de tout le monde. Ils ont pas... On s'attendait... Tout le monde est à leur maison, le monde ne fait pas grand-chose à cause de la pandémie. Peut-être que nos chiffres vont être meilleurs que jamais, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai hâte de voir. David, on parle beaucoup de la division canadienne, mais j'ai envie de savoir, vous autres, du côté des Blues, est-ce que vous avez entendu un peu à quoi pourrait ressembler votre division? Parce que là, on parle de regrouper ça là, pour que ça soit plus facile le déplacement. Est-ce que du côté américain, on va y aller at large à la grandeur du pays, ou on va couper ça en deux, est-ouest, ou on va vraiment y aller avec 2 ou 3 divisions différentes? Pour les Blues, n'avez-vous entendu parler jusqu'à présent? C'est juste des rumeurs, ce qu'on entend. Honnêtement, ça peut changer d'un moment à l'autre. C'est sûr que quand on s'était parlé, il y a 2 semaines simplement, ou 2 ou 3 semaines, j'avais parlé de possiblement aller à Tampa Bay dans une... pas dans une bulle aussi fermée qu'on était à Edmonton, mais presque. Tandis que là, ben, ça parle de jouer tout le monde dans chacun leur aréna selon les règlements, les guidelines de chaque État, de chaque province. Puis effectivement, ben, les divisions vont devoir changer. Donc, j'imagine que, exemple, Tampa Bay, Floride, qui est normalement avec la division du Canadien de Montréal, vont sûrement tomber dans notre division. Nous, on va lâcher Winnipeg, puis ça n'aura pas le choix d'être modifié de différentes façons. Je crois qu'un exemple comme Colorado, comme Minnesota, est-ce qu'ils vont tomber dans la division de l'Ouest? Regarde, j'ai hâte de voir parce que, étant donné que Vancouver, Calgary et Edmonton ne seront pas dans la division Ouest, ça va prendre 2-3 équipes de ce côté-là. Est-ce que nous-mêmes, en début de saison, j'ai l'impression, Martin, qu'on va juste jouer aussi contre notre division. Donc, on n'ira même pas partout au travers des États-Unis. Oui, bien écoute, moi, je me suis amusé à en faire des divisions, les gars. Puis c'est sûr que la moins le fun, ça va être la vôtre parce que, tu sais, on peut faire une division de 7 avec les équipes de l'Ouest. Avec Vegas, LA, Anaheim, San Jose, Phoenix, puis rentrer, mettons, Colorado, Dallas là-dedans. Tu ramasses toutes les équipes de l'Est ensemble, Boston, Buffalo, New Jersey, Islanders, tout ça. Puis là, il y a comme les perdus dans le milieu. Là, Saint-Louis, Minnesota, Chicago, Nashville. Je rentrerais de Tampa, puis Floride, comme tu as dit avec vous autres. La question que j'ai pour toi, puis il va falloir que tu y répondes après le show parce que le choix télé, c'est fini. Les gens à la télévision, merci beaucoup d'avoir été là. Venez nous rejoindre sur le net. On est là encore pour un bon moment avec David Perron. Puis on se rejase demain pour les gens de la télé. Mon côté positif, moi, c'est hey, ça va être le fun, les équipes canadiennes, on va. Tu sais, si on joue 48 matchs, j'avais dit ça, qu'à 48, 6 matchs contre tout le monde, ça fait 48, 6 x 6, 32. On en joue 7-8 contre tout le monde, puis on va avoir du fun. Puis même, on pourrait même faire le système baseball. Tu sais, tu t'en vas à Vancouver, puis tu joues 3 games en 4 soirs. La rivalité, écoute, ça va voir se casser un hockey sur la tête avant la fin de la série. Puis moi, je trouverais ça le fun. Puis tu sais, c'est quoi? C'est une saison bizarre, c'est une saison de pandémie, puis on reviendra à ce que c'était avant, mais ça permettrait de épicer un peu la sauce pendant une saison qui est déjà weird. Tu verrais ça comment, toi, de jouer 8 fois dans l'année contre les Blackhawks, dont une série de 3 matchs chez eux, une série de 3 matchs chez vous en 4 soirs. Comment tu verrais ça si c'était aussi pété que ça? Oui, je crois que ça va ressembler à ça. C'est une des seules façons que ça peut faire du sens. Exemple, d'aller à Chicago, comme tu l'as mentionné, de jouer 3 matchs en 4 soirs. Se promener de même pendant 2-3 semaines sur la route, aller à deux autres villes. Puis quand tu es à la maison, je crois que tu vas être là pour 2-3 semaines aussi. Donc, ça va être différent. J'ai hâte de voir une équipe comme Montréal, une équipe comme Toronto, Ottawa, que leurs voyagements ne sont pas habitués de changer de fuseau horaire tant que ça dans une saison. Oui, je le sais que toutes les équipes vont partout, mais ça reste que souvent la conférence de l'Ouest, il y a beaucoup, beaucoup plus de voyagements. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu as mentionné du fait que notre division allait être très bizarre? Ben moi, ça ne change pas grand-chose de notre côté. On est habitué de faire beaucoup de voyagements. Donc, j'ai pas peur de ça. Puis je pense aussi que notre équipe, on va être pas mal mieux préparé qu'on l'était pour la bubble d'Edmonton. Puis je dis pas ça non plus en tant qu'équipe. Je pense individuellement,
les gars vont être encore plus sharp. On sait qu'on n'était pas content de notre performance là-bas. Ben, parce qu'on n'était pas content de notre performance là-bas. Donc, je m'attends à ce que les gars soient prêts. Tu sais, ça reste que quand tu es défendant de la Coupe Stanley puis qu'on va donner notre performance comme on donnait là-bas à Edmonton, moi, j'étais extrêmement déçu. Donc, j'espère que je n'étais pas le seul qui se sentait de même après les matchs. Puis le fait de jouer, excuse-moi, Yann, le fait de jouer 3 matchs à 4 soirs contre la même équipe, tu sais, si t'as une bonne équipe, tu risques de gagner, mais si t'es pourri, tu risques de te faire ramasser 3 soirs de suite. Ça se peut que ça soit un petit peu ça peut faire mal. Chiant. Attends, je vais le dire de même. Ouais. Comment tu vois ça, de jouer des 3 à 4? Puis il va-tu avoir de l'animosité, comme je pense? Ben, probablement que le 3e match, exemple, que tu as perdu les 2 premiers, parce que ça va arriver sûrement à toutes les équipes. Tu risques d'arriver un do or die. Là, tu vas vraiment sentir que le match est important juste pour le moral. Justement, on a eu quelques réponses à donner à nos reps un peu, en tout cas de notre côté. Je ne sais pas si c'est au travers de la Ligue nationale, mais en parlant avec eux autres, est-ce qu'on joue 3, 4, 5 matchs de suite contre la même équipe? Puis je pense pas que c'est intelligent de jouer 5 matchs dans la saison contre la même équipe, justement, comme tu l'as mentionné. Oui, peut-être les partisans aimeraient voir comment le match numéro 4-5 irait, mais je pense à une équipe qui perdrait 4 matchs de suite. Je pense que ça pourrait pas être bon, là, le 5e match. Il y aurait beaucoup de choses qui pourraient se produire sur la patinoire, puis pas en focus avec le hockey. Donc, pour moi, 3 matchs, c'est juste parfait. Comme je l'ai mentionné, tu fais 3 matchs en 4 soirs, tu as 2 journées de congé, 1 journée de voyagement, 1 journée de pratique. Le lendemain, si tu es sur la route pendant 1 semaine et demie, tu joues 9 matchs de cette façon-là. Donc, moi, je vois ça de même. Tu peux jouer 3 matchs à tous les 6 jours. 18 jours, tu as fait tes 9 matchs, puis c'est de la façon de se rendre à 60 matchs. David, il y a des gens qui ont posé la question, puis honnêtement, c'est très bon, je me la pose moi aussi. Comment ça fonctionne? Tu sais, comme si on parle de la situation d'aujourd'hui, là, votre représentant, Colton Perico, va assister à la réunion. Là, il va revenir. Après ça, comment ça marche? Est-ce que là, il fait une réunion de groupe avec tous les joueurs, il vous explique tout ça, il prend des notes, prend ses points, et là, lui, il retourne à la table de négociation? Parce qu'à un moment donné, là, ça ne doit pas être évident, là, quand tu as 31 joueurs qui, une fois qu'ils ont consulté tous leurs joueurs, reviennent. Ça peut s'étirer dans le temps. Comment ça fonctionne? Je vais être sur l'appel aussi. Je pourrais t'en parler si tu veux. Non, je pense que naturellement, il y a des gars qui veulent plus s'informer que d'autres. Tu sais, comme moi, j'ai jamais eu le désir d'être rep, même si j'aurais eu la chance à plusieurs reprises d'être représentant. C'est juste que c'est quand même demandant. Avec une famille, des enfants, des fois, tu es sur un appel pendant 5-6 heures de temps. C'est ta seule journée de congé. C'est un petit peu décevant. De ce côté-là. Donc, mais par contre, ça reste que mon intérêt est quand même là. J'ai toujours fait partie de beaucoup des appels dernièrement. Donc, oui, tu sais, Colton va soit envoyer un message, va soit envoyer un lien aux gars pour qu'on puisse embarquer sur l'appel. Sinon, des fois, là, en tant qu'on a des représentants de division avec l'association des joueurs, ils vont faire un appel juste avec notre équipe pour donner les dernières nouvelles des quelques derniers jours. Donc, ces gars-là sont beaucoup occupés ces temps-ci. Puis aussi, en tant que joueur, je pense que tu dois t'en faire un devoir de t'informer. Puis si tu ne l'es pas, ben c'est pas nécessairement parce que les gars ne le sont pas, c'est qu'ils choisissent de ne pas embarquer dans le processus. Puis c'est correct aussi. C'est juste que après ça, quand tu as un gars qui se présente jamais aux rencontres, qui n'est jamais impliqué, puis qui va peut-être chialer sur certains points, mais c'est difficile que sa parole ait du poids parce que tu sais, en tant que joueur, qu'il n'a pas mis de temps, il n'a pas mis d'effort pour non seulement essayer de comprendre la convention collective, essayer de comprendre le côté des propriétaires aussi parce que ultimement, c'est une entente, il faut que ça marche des deux côtés. Puis tu sais, comme je l'ai mentionné, nous autres, notre entente est tellement fraîche que c'est sûr que c'est plus facile de garder une certaine force à travers de ça, de dire non, regarde, on ne changera pas. Mais ça reste que c'est une entente, on va écouter leur bord et on va voir ce qui va arriver. Comme les élections, tu veux chialer contre le premier ministre ou le président, assure-toi que tu as voté. Non, effectivement. Puis tout le monde a leur parole. C'est la même chose dans la Chambre. Puis c'est ça qui est intéressant. Quand tu as un groupe qui est vraiment impliqué, les conversations peuvent être assez drôles dans une chambre. Le ton peut lever. Ben non, c'est pas de même, ça doit marcher, c'est de même. Puis c'est quand même intéressant parce que souvent, les 2-3 premiers gars qui se lèvent, qui parlent, en majorité, plus souvent qu'autrement,
C'est l'opinion de l'équipe, on dirait. Donc, c'est intéressant quand il y a une troisième, une quatrième personne qui va se lever, qui va parler. Ça va amener une bonne discussion. Puis à partir de là, on peut se faire une opinion d'équipe. Peut-être une opinion de l'extérieur, là, mais tu sais, Parayko, on se connaît l'histoire. Il a fini son université pendant même qu'il jouait dans la Ligue nationale de hockey. Il me donne l'impression d'être un gars assez cérébral. Toi, on a des solides conversations à l'extérieur du hockey. Tu es assez cérébral, assez réfléchi. Même chose, je pense, pour O'Reilly. Fait que ça doit être, comme tu dis, des conversations assez... on lâche le pipi cacapette pour 5 minutes dans le vestiaire. Là. Ouais. Oh non, c'est ça. Je pense qu'on est capable d'être easy-going, d'avoir beaucoup de fun. De pas tout le temps être fier de ce qu'on se dit tellement qu'on s'en va des niaiseries dans la chambre. Mais en même temps, comme tu l'as mentionné, c'est des points qui sont très importants pour les gars. Là. Tu sais, moi, si on parle d'une entente de 6 ans, c'est une entente qui risque pas de m'affecter au bout de la ligne. Moi, l'année 5, l'année 6, est-ce que je vais être dans la Ligue nationale? Honnêtement, il me reste 2 ans de contrat, puis c'est là-dessus que je suis focusé, puis on verra après le futur ce qu'il va m'apporter. Mais ça reste que je pense que c'est important pour les jeunes, tranquillement, pas vite, de s'impliquer. Un gars comme Sam Blais, j'essaie d'avoir des conversations avec lui. Tranquillement, pas vite, Robert Thomas. Ça va être eux qui vont être affectés par tous les règlements qu'on va avoir présentement. Donc, j'espère que ça va bien aller, c'est sûr. Hey, c'est super intéressant, David, ce que tu racontes là, parce que les gens n'ont pas idée à quel point, des fois, les vétérans, c'est pas seulement dans le vestiaire ou sur la glace ou hockey-wise. Là, tu viens de nous donner aussi un aspect que tu essaies de les aider, de les encadrer, parce que c'est vrai que ce qui se négocie actuellement, c'est leur futur à eux autres, là, puis aux prochains qui vont suivre également. Fait que c'est de transmettre. Je trouve ça génial ce que tu fais avec les jeunes joueurs, David. Ah, puis tu sais, c'est pas non plus aussi sérieux qu'on peut le penser, puis je suis pas là non plus de dire, toi, viens ça, puis il faut que je te parle de ça. Tu sais, au travers la journée, une fois de temps en temps, tu y parles, hey, vas-tu être sur l'appel plus tard? Correct. Hey, vas-tu être sur l'appel plus tard? Je pense que c'est important pour toi que tu comprennes les choses. Que le gars le soit ou pas cette fois-là, c'est pas grave, mais tu mets ça un peu dans la tête, puis tu vois où ce que ça va aller. Là. Il y a des gars qui embarqueront jamais, puis ça va rien changer. C'est aussi là, je pense, le leadership, quand on parle des fois, les partisans, tu dis, c'est un gars qui est bon dans la chambre, un gars qui est bon pour l'équipe, puis le monde sont là, ouais, on s'en fout, c'est quoi qu'il fait sur la glace, son niveau, son salaire, il justifie pas ce qu'il fait dans la chambre. Mais c'est pas tout le temps vrai. Un gars qui peut ramener les gars ensemble, un gars qui va impliquer, je pense, les joueurs au futur, non seulement leur futur, mais au futur de l'équipe de différentes façons, d'amener les gars à souper ensemble sur la route. C'est des petites niaiseries que, des fois, il y a des équipes, ça n'arrive jamais. Écoute, on va te parler des meilleurs centres. Je suis sûr, te connaissant, que tu as vu l'article sur NHL.com, mais avant, question d'être très, 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 très sérieux, David. Je sais que tu es un joueur de ping-pong à l'occasion. Hier, on avait Anthony Beauvillier sur les ondes et il m'a dit qu'il jouait au Sting-Pong avec l'ancien des sénateurs d'Ottawa, Pajot. Fait que je savais pas c'était quoi le Sting-Pong. Je suis même allé voir sur YouTube c'était quoi. Lui, il nous a expliqué c'était quoi. Alors, la question qui tue, sais-tu c'est quoi le Sting-Pong et jouez-vous à Saint-Louis? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu ce mot-là de toute ma vie. Sans face. Va voir sur YouTube, mon gars, c'est drôle à maudit. 3 points de ping-pong. Si tu perds, tu te mets ton chandail sur la tête, bédaine à l'air, puis l'autre bord de la table smash la balle sur la bédaine. Ah, non. Beauvillier. On n'a même pas de table de ping-pong ici, notre aréna de pratique. On en avait une anciennement. Non. Mais pickleball, ça a l'air que ça s'en vient pas mal populaire. C'est comme un peu entre le tennis, entre le ping-pong. Ouais. Puis ça a l'air que c'est un des sports qui grandit le plus vite aux États-Unis. Il commence à avoir des terrains partout. Ça, c'est de quoi j'aimerais essayer. Ah, c'est cher. OK, je vais te parler des centres. Tantôt, j'ai dit que c'est sûr que tu as vu l'article. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je disais, les gens de On Jase mettent beaucoup plus l'emphase sur des joueurs de centre complets, les O'Reilly. La communauté, puis moi en particulier, on a monté les O'Reilly de ce monde, les Bergeron, les Braden Point, les joueurs complets. Et les joueurs vedettes comme Draisaitl, qui mettent beaucoup de points au tableau, eux, ont été descendus au classement. Je suis certain que tu as vu ça. Moi, j'ai mis Crosby premier encore devant les McDavid et McKinnon, même si c'est contre tout ce que les journalistes de NHL.com ont marqué. Comment tu vois ça de l'extérieur, mais de l'intérieur un peu parce que tu as gagné la coupe avec O'Reilly qui est complet. Tu as joué avec Sidney Crosby. Tu as souvent parlé de Getzlaf. Tu les affrontes également. Je pense que votre analyse est excellente. J'ai entendu Guy Boucher en parler tantôt aussi par rapport à Taves qu'on a vu.
Tu sais que les Blackhawks n'avaient pas l'équipe pour gagner l'année passée, mais ça a quand même été une performance impressionnante de sa part. Puis, tu sais, pas juste lui, il faut le dire, il n'y a pas juste lui qui a fait le travail, mais ça reste que shift après shift, il était là contre McDavid. Il a fait un job exceptionnel de ce côté-là. J'ai regardé beaucoup de matchs, même live. Moi, j'allais voir les matchs de leur série pas mal pour voir justement comment que McDavid, comment tous les joueurs jouaient, puis c'était vraiment intéressant. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis biased. Comme tu l'as dit, un gars comme Getzlaf, un gars comme O'Reilly, c'est pas les plus rapides, mais moi, de la façon dont ils voient le jeu, de la façon dont ils sont constants, de la façon dont ils sont capables d'être un leader dans l'équipe. Tu sais, évidemment, Draisaitl aussi, tous les autres gars aussi, mais moi, je suis vraiment biased pour des joueurs de même. Un gars comme Pat Bergeron, que tu t'attends de lui, oui, des stats offensives, mais on dirait que c'est même pas ça que tu t'attends avant un match pour savoir s'il a joué une bonne game ou pas. S'il y a 2 points, tant mieux. S'il y en a un, tant mieux. Puis s'il n'y en a pas, bien, il a joué de la même façon. Puis c'est de même que je vois O'Reilly. Quand on joue ensemble, tu sais, oui, tous les joueurs veulent avoir une production offensive, mais il ne va pas juger son match selon les points, les buts qu'il a marqués. Il va vraiment être capable de s'évaluer. Puis je pense que ça, c'est de quoi que tu fais pas tant que ça. Puis je pense que Guy a dit un très bon point. En début de carrière, c'est difficile quand tu te fais demander des choses. Puis comme il a mentionné, tu t'es rendu là pour ces raisons-là, parce que tu es un talent offensif, tu es capable d'être un game breaker, changer l'allure du match en une présence. Tout le monde l'a fait presque. Puis là, tu te fais demander d'être plus constant. Tu vas le faire pendant une semaine, tu vas le faire pendant quelques matchs. Puis après ça, ben l'équipe, quand j'avais 19 ans, quand j'avais 20 ans, ben, il tombe d'en face, il te tape sur la tête, il te met dans les estrades pour peu importe la raison. Puis tu te demandes pourquoi, crime, ça fait une semaine que je jouais de la bonne façon dont vous me demandez. Là, le premier match, je le fais pas, je me fais tasser le match suivant. Tu sais, ça, c'est sûr qu'en tant que joueur, tu doutes tout le temps. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'avais pas raison? Mais ultimement, si tu le prends de la bonne façon, ça te fait grandir. Puis c'est vrai que la liste peut changer très rapidement. Là, O'Reilly, là, 2 ans avant qu'il arrive avec les Blues, je pense pas qu'il aurait été sur la liste des top 20 de la Ligue. Peut-être côté salaire, mais les gens le voyaient pas de même. Ils le voyaient comme un joueur qui était pas capable d'amener son équipe à un autre niveau. Puis moi, je vous assure que c'est pas vrai. Donc, j'ai hâte de voir. Là, on a perdu notre capitaine, puis j'ai de la misère à voir un autre joueur des Blues être capitaine que lui. Peut-être Brayden Schenn, il a un contrat à long terme. Donc, c'est mon opinion de lui. Quand je t'écoute parler, le premier mot qui m'est venu en tête, puis quand Guy le disait tantôt, c'est je pense que ce qui fait un grand joueur aussi, puis tu le disais dans ton explication, c'est un gars qui a la capacité de s'adapter à la nouvelle situation. Puis c'est un peu ça que tu as fait toi aussi au cours des... Puis je sais pas si tu as entendu quand Guy en a parlé, parce qu'il t'a vraiment lancé des fleurs en disant que tu as été capable de t'adapter. Mais des fois, c'est frustrant parce que tu sais que tu es capable de jouer la game comme comme tu la jouais. Puis là, ben, à un moment donné, tu vieillis, ton rôle change, puis tu réussis à t'adapter. Toi, comment tu as vécu ça personnellement, là, ce changement-là? Ah, c'est pas évident. C'est vraiment tough pour vrai. Ça prend du temps. Ça prend un certain nombre de matchs à se rendre là. Ça prend un entraîneur aussi qui te voit dans sa soupe, parce que s'il ne te voit pas dans sa soupe, t'es mort. Regarde, ça peut se faire de différentes façons. Oui, il l'a mentionné, il y a des gens qui rentrent, qui sont beaucoup plus matures. Mais tu sais, moi, je suis dans le clan qui va dire que la plupart des joueurs, sauf peut-être quelques 5-6 joueurs, ont toujours triché un petit peu plus en carrière qu'ils le font en fin de carrière. Puis ceux qui ont triché toute leur carrière, ben c'est drôle, ils arrivent à 30 ans, puis ça commence à dropper tranquillement pas vite. Puis selon moi, leur performance aurait pu durer plus longtemps si ils avaient su ajouter quelques steps à leur carrière. Côté confiance de l'entraîneur, ça prend énormément de temps à avoir, puis ça peut se briser rapidement aussi. Tu fais quelques erreurs, tu continues de les faire. D'après moi, l'entraîneur perd confiance en toi, c'est pas long. Puis moi, j'ai quand même joué pour des entraîneurs difficiles en début de carrière. Andy Murray, qui était extrêmement difficile sur moi. Ken Hitchcock, qui demandait la perfection côté défensivement. Je pense qu'il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu comme un entraîneur comme Gérard Galland qui demande les deux. Je pense que c'est attendu de tous les joueurs maintenant. Avec la Ligue qui va de plus en plus jeune, que les jeunes de plus en plus ont des rôles rapidement sur le top 6, c'est difficile aussi pour les entraîneurs
d'être capable de prouver leur point. Tu sais, dans mon cas, moi, si je jouais pas de la bonne façon, j'étais out la game suivante. J'étais out du top 6, je jouais sur la 4e ligne, pas de power play. C'était le même qui m'envoyait des messages. Mais souvent, maintenant, les jeunes, ils ont les gros rôles en partant. Puis je suis pas jaloux de ça, c'est juste que la dynamique est différente qu'avant. Donc, ça doit être un petit peu plus dur pour les entraîneurs de prouver leur point, de les faire apprendre on the go. Là. Vraiment hâte, David, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que tu l'as sacré l'autre bord. Un gros merci d'avoir été là. Puis je te laisserai en te faisant sourire. Tu peux jouer pour Canadien. Tu as les pipes à Marc Bergevin. Parfait, ça. C'est good. J'ai essayé de me pomper un peu dans le gym avant de venir. Là. J'ai mis un short sleeve à part de ça. Fait que, non, mais je pense que j'ai vu une couple de photos de Marc. Là. Je sais pas si c'est Photoshop, mais c'est impressionnant le travail qu'il met dans le gym. Moi, je l'ai vu en personne, lui, là, je te le confirme, c'est pas Photoshop. Parfait, ça, c'est good. Ah non, c'est ça. Puis si tu joues pour lui, t'as lui comme GM, parce que t'as GM Timmons, puis les deux sont de même devant toi. Tu fais comme Caroline, il faudrait être dans le gym. Ton taux de gras, il est mieux de pas être plus haut que David. ça. C'est bon, salut, boys. Oui, c'est ça. Bye. Bye. Salut, à la semaine prochaine. Encore une fois, c'était bien intéressant. David Perron, Guy Boucher. Plein de commentaires, plein de gens qui ont réagi. Hein. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment le fun de pouvoir jaser avec eux. Je veux remercier rapidement toute notre équipe de production, Valérie Gautran à la réalisation, Joël Cyr aux médias sociaux, tout le monde en régie, tout le monde travaille très, très fort dans l'ombre et surtout vous tous, les jaseux, que vous soyez sur rds.ca, Facebook, YouTube, peu importe la plateforme ou qui via la télé, RDS Info. Merci beaucoup d'être là. Puis je tiens à le rappeler aussi, Martin, il y a des gens qui m'ont demandé hey, si on est prêt à vous attraper sur lundi midi à la télé, y a-t-il des rediffusions? Oui, en après-midi, entre autres à 16h et à 17h sur RDS Info. Hey, il y en a partout à TV. Tu peux même l'enregistrer. Tu peux même faire rejouer si tu as belle fibre. Ouais. Podcast, rds.ca. Écoute, si tu ne nous trouves pas, c'est parce que tu fais exprès. On va se dire la vérité, Yann, là, c'est ça qui arrive. Fait que, comme tu l'as si bien mentionné, un énorme merci à tout le monde qui travaille avec nous. On a lu moins de commentaires aujourd'hui, mais nous autres aussi, on a fait moins. On n'a pas eu de chance. Les gars étaient bons, puis on va s'en prendre demain. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Puis Yann, on s'en jase demain. Bye. On remet ça demain. Salut.